Bonjour, j'irai aujourd'hui avec vous dans la région de Kédougou, qui est à 735 km de Dakar, la capitale du Sénégal. Je m'intéresse à cette région non seulement à cause de son éloignement de la capitale, mais aussi par les richesses naturelles que renferme son sous-sol. Entre 2005 et 2008, plus de 10 tonnes d'or auraient été extraits du sous-sol de Sabodala, localité qui abrite le principal site d'exploitation minière de la région de Kédougou. Ce site est exploité par des multinationales qui utilisent de gros engins dont des 7-7 pour extraire le minerai, alors que la population travaille avec du matériel rudimentaire dans leur activité d'orpaillage. Pour mieux comprendre ce travail si pénible, à la fois dangereux et source de déception, j'ai décidé de faire la navette entre Kédougou, Bantako et Baraboy à la rencontre de certains orpailleurs. Suivez-moi, s'il vous plaît. Kédougou, une région très connue en Afrique de l'Ouest à cause de l'exploitation minière. Je me rends à la maison de mon guide Emmanuel Camara, un ancien photographe devenu un orpailleur très connu à Kédougou. Mais j'apprends qu'il n'est pas encore revenu de Bantako. Tôt, le lendemain matin, quand je l'ai rencontré, j'ai appris qu'il est arrivé tard la nuit. Lui, c'est Emmanuel mon guide, propriétaire de 2 mines à Bantako. Il me propose d'attendre jusqu'au lendemain pour nous y rendre. Le lendemain, nous voici sur sa moto et nous nous rendons d'abord à sa maison qu'il dit avoir achetée à 2 millions grâce à l'activité d'orpaillage. On est venu ici car il doit récupérer l'argent du loyer. Nous revoici de nouveau sur la moto en direction de Bantako. Nous roulons presque 38 minutes sur le goudron avant d'arriver près d'une plaque où est écrit Bantako. Nous empruntons la piste. Quelques minutes plus tard, on voit les premières habitations qui ont été construites en toit de paille. Enfin, nous sommes arrivés à la maison d'Emma. Les deux premières choses qui ont attiré mon attention, c'est ce banc, ce barrique rouge, mais j'apprends qu'ils s'en servent pour traiter leurs filons. Après quelques minutes de repos, nous quittons le village pour nous rendre à leur lieu de travail. Une fois arrivés, j'ai aperçu des hangars qui ont été construits pour se protéger du soleil. Sous ces hangars se trouvent des centres d'orpaillage. Cette mine de 50 mètres de profondeur appartient à Emma et lui, c'est Nicolas, frère aîné à Emma. Quand le groupe n'est pas au complet, il pallie les absents, mais conseille à son jeune frère d'appeler ses associés de venir travailler cette mine sans filon. Nous n'avons pas assez d'éléments. Il n'y a que le deuxième groupe qui est au complet. Tu dois tout faire que tes associés viennent travailler. Il faut qu'ils viennent parce que cette mine est sans filon. Mais une fois arrivés sur le filon et qu'on ait des éléments, en ce moment ils peuvent se reposer. Sinon le travail sera difficile. Lui, c'est Moussa Kone, chef d'équipe de la mine. Je descends avec lui au fond de la mine pour voir le filon coupé. À l'intérieur, je vois des troncs d'arbres coincés sur les façades de la mine pour empêcher un éboulement. Voici le filon coupé. Il creuse près du filon coupé en espérant rattraper le filon. Moussa et moi remontons à la surface afin de céder la place au creuseur. Je le vois de temps en temps tirer la corde. Pour lui, en tant que chef d'équipe, il doit remplacer un élément absent. Si tu as vu qu'on appelle si les éléments sont manqués, c'est remporter les éléments qui n'ont pas venu. Ablaï nous vient de la Guinée-Conakry. Ça fait pas si longtemps qu'il est là. J'ai fait 3 mois ici. Il n'a jamais eu un gramme. Je n'ai jamais eu un gramme. J'ai eu qu'un 10. Il hésite sur la valeur d'un 10 en francs CFA. 10, je pense que c'est 1500. 1750. 1750. Il affirme que c'est lui qui se débrouille pour se nourrir malgré le peu qu'il gagne. Oui, c'est moi. La plupart de ses repas sont que du crédit. La plupart de mes repas sont que du crédit. Il insiste sur le peu qu'il gagne. Franchement, je gagne peu. Pour Ablaï, l'orpaillage est une activité pénible. Le travail est vraiment pénible. C'est pénible. Il m'affirme retourner en Guinée. Bien sûr. Suleiman est venu tenter sa chance car il a entendu qu'en Afrique, il n'y a pas une activité plus rentable que l'activité d'orpaillage. Ce qui m'a amené dans les placers,
C'est parce que j'ai entendu qu'il y a de la rentabilité, car la fortune qu'on gagne dans cette activité n'existe nulle part en Afrique. Voilà ce qui m'a amené ici. Même mes proches ont une fois gagné beaucoup d'argent. D'une part, cela aussi m'a poussé à venir tenter ma chance. Suleiman aimerait investir en Guinée. Si je gagne de l'argent, je vais investir en Guinée. Suleiman a deux autres ambitions, c'est prendre une épouse et construire une maison. Oui, si je gagne beaucoup d'argent, je prendrai une épouse et je construirai une maison en Guinée. J'ai même construit un bâtiment grâce à cette activité. Nous étions tous en pleine discussion quand tout à coup, on voit cette grosse fumée noire suivie de 2 à 3 explosions. On nous informe qu'il y a un incendie au village. C'est une panique générale. Chacun va en direction de chez lui voir si sa case a été épargnée ou pas par l'incendie. Tandis que moi, je m'approche de l'incendie, je vois certains sauver le peu qu'il reste à sauver, d'autres sont là pour simplement constater les dégâts, alors que d'autres jouent aux sapeurs-pompiers. Au final, plus de 200 cases rondes et une vingtaine de bâtiments ont été brûlés, dont ce bâtiment d'Emma, mais ce dernier pense que l'incendie est dû soit à la volonté divine ou à un accident. Bon, on peut tout dire. Un accident. C'est la volonté de Dieu aussi. On peut tout dire. Il faut donner des croyants. Lui, c'est Alassane, le vendeur de cosmétiques. Il a perdu une grosse somme. Oui, c'est beaucoup de choses parce que non, moi j'ai calculé plus que peut-être 15 millions, il gagne plus de 15 millions. Au moment où certains cherchent à récupérer ce qui reste de leur bagage, certains en profitent pour voler. Cette exploitation minière de la population a engendré de l'insécurité. Ainsi, les échangistes d'or sont souvent attaqués par des malfrats. Gassama, un ingénieur géologue, accuse le mal équipement des gendarmes et parle aussi de la différence des situations. Bon, en fait, moi, je suis un diplômé, je suis un ingénieur géologue. Par rapport aux attaques, c'est le risque du métier, hein, c'est ce que je peux dire, parce que tous les métiers ont des risques. Bon, vous avez vu, la sécurité n'est pas bien placée. Nous avons des éléments de gendarmes qui ne sont pas très bien armés. Et vous avez vu les inconvénients du métier. Tu es là, tu achètes de l'or, tu as un peu d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont un peu d'argent. Donc les situations ne sont pas les mêmes. Alors que pour El Hadj Baldé, l'insécurité se trouve partout, mais il garde confiance grâce aux forces de l'ordre. L'insécurité qui se trouve au Djoura, ça c'est pas au Djoura tout simplement. L'insécurité se trouve dans tous les secteurs. Que ce soit en ville au Djoura, partout il y a l'insécurité. Mais à l'aide de Dieu, comme il y a les forces de l'ordre qui circulent dans les Djoura, aujourd'hui bon, on a la tête tranquille quoi, quand même, en quelque sorte. Mais pour El Hadj Baldé, malgré la détermination des forces de l'ordre, c'est un combat pas encore gagné à cause de l'argent. Se trouve l'argent, bon, vraiment il y a des malfaiteurs. On a beau essayer d'enlever ça dans les Djoura, je ne crois pas que ça sera si facilement quoi. Avant, Bantako comptait que 20 familles. Aujourd'hui, la population de Bantako a quintuplé. Ainsi, la population exposée au risque de maladie en confirme l'infirmière Adama Gueye, chef poste de Bantako. Bien sûr, il y a plus de risques même de maladie dû à la fréquentation des gens au niveau du village. Il y a plus d'ethnies qu'on peut dire qui sont au niveau du village. Donc, ce qui amène la fréquentation des gens au niveau du poste. Et aussi l'importance aussi de certaines maladies constatées, sinon des consultations. Ainsi, le poste sensibilise la population.
Bien sûr, bien sûr. On fait comme les autres, hein, en train de faire des sensibilisations concernant l'utilisation de l'eau aussi, mais aussi l'hygiène aussi, mais aussi il y a aussi des relais qui sont au niveau du site, au niveau du Jura, là où les gens travaillent pour avoir de l'eau. Il y a certains relais qui vont sensibiliser là-bas aussi pour permettre aux populations d'éviter certaines maladies. Pour ça, on fait des sensibilisations et aussi on fait la prise en charge au niveau du poste aussi. Donc il y a plusieurs partenaires qui vont aider le poste, surtout avec les sensibilisations. Donc on fait beaucoup de choses pour permettre à la population de bien gérer cette maladie. Mais pour l'infirmière Adama, les enfants sont les plus vulnérables aux épidémies car certains ne sont pas vaccinés. On voit beaucoup de gens, surtout par rapport à la vaccination. On voit des gens qui viennent, qui ne sont pas vaccinés, qui ont 2 ans et plus. Et parfois, on peut avoir des épidémies dont l'origine peut être à ces enfants-là. Parce que chaque année ou bien 2 ans, on a des épidémies de rougeole. Et dans ce cas, on a essayé aussi de sensibiliser par rapport à la vaccination pour que les gens viennent, que ce soit sénégalais ou pas. On est en train de vacciner tous les enfants. Mais si on pouvait nous aider par rapport aux enfants qui viennent et qui ne sont pas vaccinés, c'est ce qui pose parfois des problèmes. Surtout les épidémies de rougeole. Dans ce cas. Mais avec l'appui du district, on est en train de faire des sensibilisations par rapport à la vaccination pour que tous les enfants qui sont dans la région même de Kédougou puissent se vacciner. Il n'y a pas que les incendies, les vols, les attaques et les maladies auxquelles sont confrontées la population de Bantaco, il y a aussi celui de l'éboulement des mines sur les orpailleurs. Nicolas en était témoin. On connaissait quelqu'un qui était qui faisait partie de cet éboulement. Alors nous avons sorti, nous avons quand même sorti son cadavre. Pour certains, l'incendie au village montre qu'il y aura de l'or en abondance, mais pour Nicolas, ce n'est que des spéculations. Bon, cela c'est des dires seulement. C'est des dires seulement. Bon, vous savez, comme l'Africain pense souvent à d'autres choses, à des choses qui sont parfois négatives. Sinon, bon, on ne souhaite jamais que l'on se fait brûler tout un village pour avoir de l'or plus tard. Oui, ça ce sont des dires seulement. Lui, c'est Diba. C'est un natif du village. Il explique la signification d'un tombement. La population qui est ici est très nombreuse. Donc il nous fallait créer le comité de tombement dans les sites afin que si un orpailleur trace son 1 mètre de côté, il doit prendre un tombement comme témoin. Car c'est nous qui représentons la loi, que ce soit dans les sites ou au village. Diba affirme qu'avant l'ouverture du site, ils font des sacrifices. Chaque année avant l'ouverture du site, on fait des sacrifices. On achète une vache, on la tue. On achète aussi une chèvre, on la tue. Bon, cela ça existe. Lui, c'est Ndiol. C'est un ancien orpailleur. Malgré les sacrifices, il trouve que cette activité n'est plus rentable comme dans les années 2011-2012. Bantaco, ça ne donne plus comme avant. Vers les années 2011-2012, Bantaco ça allait mieux, mais maintenant Bantaco est très peuplé et l'or ici ne sort plus comme avant. Bon, la rentabilité elle est moindre. Alors que pour Charo, cette activité a été rentable en 2013 malgré les difficultés. C'est en 2013 j'étais à Bantaco, je trouvais le Jura rentable, c'est avec ça que je payais la maison là jusqu'à construire les chambres là. Mais pour Ndiol, pas question de s'attarder à cette activité. Depuis ça, on a décidé de retourner à la base aussi, essayer de voir ce qu'on avait laissé faire, si c'est pas mieux, ce qu'on est en train de faire pour l'instant là. Ainsi, il décida de retourner à Kédougou pour travailler. Je suis retourné à Kédougou, je travaille dans le secteur du poisson, je suis marié. Ainsi, je me suis dit qu'il y aurait certainement un ancien orpailleur comme Ndiol qui a dû abandonner l'orpaillage pour reprendre son métier. Je me rends à Kédougou. J'ai rendez-vous avec Olivier Cissé
un ancien orpailleur qui vient de gagner le contrat de peindre les bâtiments du lycée technique. Lui, c'est Olivier. Il décida d'abandonner l'activité car pour lui rien n'allait bien. Bon, l'orpaillage, ce qui m'a poussé à abandonner l'orpaillage, c'est parce que quand j'étais là-bas, le travail n'allait pas bien. Et puis encore plus si je travaille, je ne peux pas subvenir à tous mes besoins. C'est très difficile, la vie qu'on menait là-bas. Pas d'or, je n'ai rien. Je pars en arrière, quoi. Olivier affirme que dans l'activité d'orpaillage, il n'a jamais gagné 400 000. 400 000, non, 300, 350, ouais. Mais 400 000, je n'ai jamais eu. Mais souvent, j'avais des 200, 300, souvent. Mais tout ça restait là-bas parce que la nourriture, tout, c'est là-bas. Tu payes tout et puis c'est excessivement cher, quoi. Mais par contre, avec son métier de peintre, Olivier gagne plus que quand il était dans l'activité d'orpaillage. 450 000, 500, 600, 700 sous. Je ne dis pas chaque jour, mais très souvent. Tu vois, très souvent, je gagne des marchés. Apparemment, Olivier a failli perdre un ami dans un éboulement d'une mine. Oui, très souvent. J'ai même un ami qui s'en est sorti miraculeusement. Et lui aussi, il a laissé l'orpaillage pour aller immigrer. Alors là, il est en Italie. Il a amené encore 3 de ses frères et construit une maison pour lui. Tu as vu? Vraiment, bon, c'est con quoi, mais c'est comme ça la vie. Pour Olivier, pas question de conseiller à son jeune frère ou à son neveu d'aller dans les placers. Je ne conseille pas pour quelqu'un qui veut réussir un jour. Je ne conseille pas parce que le Jura, ça te métamorphose. Carrément parce que tu peux passer tout de suite à l'état pauvre, à l'état riche. Encore partir aujourd'hui, être pauvre, être encore plus pauvre. Tu vois, c'est 2 aspects quoi. Donc seul Dieu peut juger. D'après les informations données par Olivier, qu'avec l'activité d'orpaillage, tu peux passer de l'état riche à l'état pauvre, je me suis mis à chercher un orpailleur qui a connu cette situation. C'est ainsi que je me rends à Baraboy, qui est à 45 km de Kédougou. C'est là où s'achève mon voyage. Lui, c'est Kekuta Kamara. Il m'affirme avoir gagné des millions dans l'activité d'orpaillage. Oui, j'avais des millions. Loin de se douter de ce que je voulais entendre de sa bouche, Kekuta m'affirme de la situation de l'état riche à l'état pauvre dont me parlait Olivier dans l'activité d'orpaillage. Si, j'avais des millions, mais maintenant j'ai tout perdu. En ce moment, j'ai plus ces millions avec moi. Kekuta était un millionnaire qui était au chevet des personnes qui sont dans le besoin de l'argent. Avec ces millions, j'ai aidé certaines personnes à acheter leur ordonnance. Et certains m'ont demandé de leur faire du crédit et ils ne m'ont jamais remboursé. J'ai tout fait pour récupérer mon argent, ils ne m'ont jamais remboursé. Voilà comment j'ai perdu mon argent. En ce moment, c'est la galère pour Kekuta. Il ne parvient plus à épargner ses 1000 francs durant le mois. En ce moment, je ne peux plus épargner ces 1000 francs car actuellement il y a la misère. Donc je ne peux plus épargner ces 1000 francs. Il y a la misère. Il y a beaucoup de choses à régler. Je ne peux plus épargner ces 1000 francs. En ce moment, c'est le temps des regrets pour Kekuta. Les millions que j'avais gagnés auparavant, si aujourd'hui je les gagne, je ne vais plus gaspiller mon argent. Je ne vais plus gaspiller mon argent. Car maintenant j'ai mûri. Franchement, j'ai mûri. Je ne suis plus la personne que j'étais auparavant. J'ai mûri. Auparavant, quand tu avais des millions, tu ne réfléchis pas là où investir ton argent. Mais maintenant, si je gagne des millions, je saurai là où investir mon argent.